Nous faisons cet exercice bimestriel où nous choisissons comme d'habitude des thèmes d'une brûlante actualité. Et le thème que nous allons aborder cet après-midi fait partie de ces thèmes-là. Quelle posture journalistique pour la stabilité du pays? Je ne vous apprends rien en vous disant que nous nous acheminons vers des échéances électorales en 2024 où les nerfs sont tendus. Est-ce que nous, en tant que journalistes et techniciens des médias, nous devons suivre les acteurs politiques qui sont les principaux concernés dans leur folie langagière, où nous devons savoir raison garder? Donc c'est tout cela que nous voulons poser comme débat cet après-midi, en espérant que nous allons quitter l'amphithéâtre avec beaucoup de bagages intellectuels qui vont nous aider dans le cadre du travail, les étudiants aussi, mais nous qui sommes de l'autre côté, qui sont dans les rédactions. Et pour modérer donc les trois panels de cet après-midi, j'ai le plaisir de passer la parole à M. Baye Omar Gueye, qui est le directeur général de Sud FM, et que le CORED remercie parce que c'est vraiment un des patrons de presse qu'on donne en exemple par son professionnalisme, mais quelqu'un qui voue aussi un respect immense au CORED. Et ça, je voudrais témoigner ça en public. Baye Omar, vous avez la parole. Un grand bonjour aux panélistes avec qui je partage le débat de ce soir. D'abord, la thématique du jour, qui est la thématique centrale, vous l'avez indiqué tout à l'heure, M. Thior, quelle posture journalistique pour la stabilité du pays? Je commence d'abord par, déjà jeter de grosses pierres dans le jardin du CORED, du bureau, en disant de quel pays il s'agit. Ensuite, quand on pose une problématique de cette nature, la question, est-ce que nous sommes dans un pays instable? Je crois qu'à partir de ce moment, si nous partons du constat selon lequel des lacunes sont constatées dans la pratique journalistique, je peux citer des cas de diffamation, des injures, des attaques personnelles, mais il y a également dans notre pratique des incitations à la haine. Il est normal qu'on se pose des questions dans un contexte préélectoral avec tout ce que cela donne comme situation, le rapport de force, mais quelle posture à partir de ce moment, et c'est la question centrale, que doit incarner le journaliste dans un contexte de ce genre. Deux sous-thématiques. D'abord, mélange de genre entre faits et opinions. Faudrait-il les dissocier? Faudrait-il lier le fait de l'opinion? La question sera posée au premier panéliste, qui est Mamadou Biaye, qu'on ne présente plus, parce que Mamadou Biaye a une longue pratique journalistique. Mais Mamadou Biaye aussi a un passé et un présent dans la pratique que nous respectons beaucoup de par son humilité. Mais c'est un homme de terrain qui allie aussi connaissance et pratique. Il a fait le CESTI. Pour le présenter, Mamadou Biaye est journaliste de la 22e promotion du CESTI. Il a fait Walfadjri, un quotidien de la presse privée. Biaye fait partie de l'équipe qui a fondé et créé le journal Le Quotidien. C'était en 2003. Journal dont il a été le directeur de publication de 2007 à son départ en 2013.
Par la suite, il a assumé des fonctions de conseiller de communication dans divers ministères. Depuis 2019, il est formateur en presse écrite au CESTI. Il est donc journaliste formateur. Le deuxième panel doit être exposé par Abou Diaw. Abou Diaw est un journaliste, mais aussi un docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est spécialiste en économie des médias, diplômé Master 2 en sciences de l'information et de la communication, soutenu au CESTI en 2017 sur la thématique suivante, le modèle économique de la presse écrite au Sénégal, entre autres. Il a un CV tellement long que je vais résumer pour m'arrêter là. Le troisième est notre doyen à nous, il s'agit de Mademba Ndiaye, As Mademba, communément appelé par les confrères, est un grand frère qu'on ne présente plus. As Mademba a été professeur de philosophie, comme du reste d'autres, en l'occurrence Mamles Camara, El Hadji Kassé. Je citerai même, si je ne me trompe pas, dans la pratique avec Dambabou sur le terrain, et d'autres journalistes de sa génération. As Mademba est une référence pour nous autres, qui a été à l'APS Sud-Walf le plus de temps dans la pratique journalistique. Je vais m'en arrêter là pour dire que As Mademba est depuis à la Banque mondiale et souvent anime des conférences. Il a été justement un journaliste émérite et le reste encore. Ça, c'est la présentation des trois panélistes. Sans plus tarder, je vais donner la parole au premier. Il s'agit de Mamadou Biaye sur le sous-thème suivant, mélange de genres, pour sur deux concepts. D'habitude qu'on entend, mais souvent qu'on confond en écoutant la radio, en lisant la presse écrite ou même en regardant la télévision. Quel mélange de genres entre faits et opinion? Mamadou Biaye, vous avez la parole. Monsieur le modérateur, vous l'avez dit, quelle posture journalistique pour la stabilité du pays? Oui, on peut se poser des questions par rapport au thème central. Parce que tout simplement, peut-être que les gens, il y a eu des indicateurs et les gens ne savent plus où donner de la tête, d'autant plus que dans ces indicateurs, dans cette mouvance générale, le journaliste se retrouve au cœur. Un peu, le journaliste se retrouve dans une posture de relayeur. Donc, quelque part, les gens se disent qu'on peut jouer pratiquement un rôle pour un peu apaiser une tension, parce que peut-être pas stabilité, mais il y a une petite tension dans le pays. Mélange de genre entre faits et opinion. Quand je l'ai lu, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Après, je me suis dit, tiens, mélange de genre entre faits et opinion. Pour un professionnel, c'est difficilement acceptable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un mélange de genre, à la limite. Maintenant, est-ce qu'on constate qu'il y a un mélange de genre dans la profession? On va y venir, je pense que oui. Pour pouvoir faire un mélange de genre, il faut d'abord savoir c'est quoi un peu ces genres-là. De manière globale, le genre journalistique, comme j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, sont classés en deux grandes catégories. Les catégories qu'on appelle les genres dits de témoignage et les catégories qu'on appelle les genres dits d'opinion. Et dans les catégories qu'on appelle des genres dits de témoignage, on retrouve très souvent, au-delà de la brève, vous savez tous, nous tous qui avons appris ce que c'est qu'une brève, c'est l'information stricto sensu. Il y a le compte rendu, il y a le reportage, il y a le portrait, il y a l'interview. Et dans les genres dits d'opinion, vraiment, on retrouve tous les autres. Analyse, commentaires, éditorial, billets, chroniques. Et rien que le sens des mots en français renseigne quelque part du contenu de ce qui va être.
compte rendu, même si quelqu'un n'a pas appris le journalisme, quand tu entends compte rendu, ne serait-ce que dans l'administration, fais-moi un compte rendu, fais-moi un PV. C'est-à-dire qu'il faut rester strictement dans ce qui a été dit, dans ce qui a été fait. Quand on va de l'autre côté, en disant genre commentaire, mais un commentaire, ça coule de source. C'est évident. Rien que le mot en français renvoie à une bonne dose de subjectivité qui entre en jeu. Mais maintenant, il est vrai qu'on ne peut pas faire, peut-être que les étudiants vont lire parce que je vais utiliser le même terme pour ceux qui sont en train de lire, on ne peut pas faire un commentaire ex nihilo. Il faut d'abord des faits. Et peut-être c'est un peu ce qui arrive maintenant. Les gens, dans la pratique, décident tout bonnement de faire un commentaire sur la base de quelque chose qui s'est passé, mais qu'ils n'ont pas relaté. Et c'est là où se trouve le danger. On ne peut pas faire un commentaire très souvent, à part peut-être une chronique, où on n'a pas relaté l'information. Et on ne les mélange pas. On relate l'information et à côté, on fait un commentaire par rapport à cette information qui s'est passée. Ou bien, on fait une analyse et dans l'analyse, on reprend un peu les faits qui se sont passés et on fait une analyse. Je vais faire une petite précision. Malheureusement, je suis trop presse écrite. Et dans la présentation et dans ce que je vais dire, peut-être, même si en radio et en télé on le fait, quelquefois en radio, on introduit une chronique de, le commentaire de, l'analyse de. En presse écrite, très souvent, tous ces genres dits d'opinion sont mis en exergue et sont bien montés dans le montage qui est fait. Ils sont mis en exergue par rapport au montage habituel qu'on fait pour les autres articles. Entre les faits et les opinions, il y a la mer à boire. Parce que tout simplement, ce sont deux choses qu'il ne faudrait pas mélanger dans un même article. On se base sur les faits pour se faire une opinion ou bien pour donner une opinion. Et quand on donne l'opinion, je pense qu'il y a des règles pour cela. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu le sujet, ça m'a un peu posé quelques problèmes. Et je me suis dit, tiens, je vais aller faire une petite recherche. Et je suis tombé sur des articles en principe de contrôle. Dans ces articles, par exemple, un article sur le rejet de la requête introduite par le leader de l'opposition, celui qu'on surnomme le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, par la chambre d'accusation. Après tout ce qui a été dit, on nous a dit ce qui s'est passé, toutes les informations. Le journaliste termine par « Il est clair que ce dossier Sonko Adji Sarr ne semble pas prêt de connaître son épilogue. La bataille de procédure devait se poursuivre si ce pourvoi est concrétisé. Parce que dans cette affaire-là, on semble jouer la montre. Et l'on attendra encore d'être fixé sur la date du procès, tant attendu de viol et menaces présumées. Procès dont dépend l'avenir politique du leader de PASTEF, tout comme celui l'opposant à Mame Mbaye Niang, car c'est son éligibilité qui est en jeu alors que la présidentielle a été fixée au 25 février 2024. Tout un pan qu'on retrouve dans un compte rendu. Et ça pose problème pour un peu un journaliste. De la même manière, un autre exemple. Ibrahim Seck fait une sortie un peu allant dans le sens disant que dans l'affaire Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang, oui, c'est le ministre qui a déclenché, entre guillemets, le carnage financier avec sa note de service ou bien il y a une appellation technique pour dire que le document qu'il a donné a... Et le journaliste, après avoir fait le compte-rendu de cette sortie, de cette déclaration, parce que c'était une déclaration sur Facebook, et il dit, les avocats de Ousmane Sonko ne vont pas manquer de saisir cet élément pour croiser le fer contre le ministre
Donc, il indique aux avocats d'aller chercher cet élément-là pour aller croiser le fer. Est-ce que c'est son rôle? Surtout dans un compte rendu. Autre élément, une manière pour Khalifa Sall, qui fait un compte rendu de sa tournée, qui annonce une série de rencontres avec les forces politiques. Le journaliste dit à la fin, une manière pour l'ex-secrétaire national à la vie politique du PS de maximiser ses chances au cas où lui et Karim Wade seraient sur la ligne de départ pour la présidentielle de 2024. D'autant que pour ses joutes électorales, à 1000 inconnus, il ne fait l'objet d'aucun doute que son allié au sein de Yewwi Askan Wi a une longueur d'avance après que Khalifa a été empêtré dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la ville de Dakar qui lui a valu un séjour carcéral. Donc, que des commentaires dans des comptes rendus. De manière globale, ça me frappe parce que moi, je suis un produit de la presse écrite, j'enseigne la presse écrite, donc je lis. Mais regardez si c'était à la radio, à la télé, en wolof et en français, comme on a l'habitude de le faire. Vous avez vu ce que la perception que les auditeurs ou les téléspectateurs auront, surtout quand c'est un compte rendu qui a été fait et que le journaliste termine par ça. On a l'habitude d'entendre « non, c'est ce qui s'est passé parce que le journaliste y wax nañu ». Et en lieu et place d'un compte rendu, le journaliste termine par ces différents commentaires et c'est ce que la personne retient. Et finalement, c'est le journaliste qui a donné son opinion et c'est son opinion que le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur retient comme parole d'évangile entre guillemets en disant c'est ça qui s'est passé, c'est ça que les gens veulent faire. Donc, quelque part, si un peu on devait mettre ça par rapport au thème et au sujet, je pense qu'il va falloir revenir à l'orthodoxie pour éviter un peu que quand on fait un compte rendu, le journaliste il est libre. Il est libre. Il peut faire son texte et faire un commentaire à part en donnant son point de vue. Parce que le commentaire, c'est là où la subjectivité entre en jeu. L'analyse, c'est à partir de faits et en même temps une petite prospective. C'est la raison pour laquelle certains puristes disent que malgré les deux genres, les deux catégories de genre journalistique, il y a 4 types d'informations. L'information pure qu'on retrouve très souvent avec les agenciers, l'information décrite qui prend en charge les portraits et les reportages et autres, l'information analysée qui se base sur des faits et qui fait de la prospective un peu, et l'information commentée où on retrouve un peu la subjectivité de son auteur. Donc, du moment que tout ça, toute cette panoplie existe, pourquoi vouloir faire un mélange entre l'information décrite et l'information analysée? On peut faire de l'information décrite et à côté analyser notre information. À partir de cet instant, on est dans un cadre beaucoup plus professionnel. À partir de cet instant, les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, et aujourd'hui, j'ai oublié un aspect important, les internautes. Les internautes, parce que aussi bien nos radios que nos télés se retrouvent sur YouTube et ce genre de petits commentaires peuvent être coupés et partagés en disant par exemple c'est Sud FM. On l'a entendu sur Sud FM. C'est telle télévision, ainsi de suite. Donc vous voyez un peu l'effet que ça fait. C'est la raison pour laquelle revenons à l'orthodoxie et je pense que les vaches seront bien gardées. La première chose que je leur dis, c'est que le manque de talent est une faute professionnelle chez un journaliste. Un journaliste n'a pas le droit de manquer de talent. Tu peux être très bien formé, tu peux être très sérieux,
Et il faut avoir du talent, parce que c'est ça, au fond, qui va te permettre, dans le magma de l'information, dans le désir de séduire, de savoir par où commencer, par où terminer, pour, au fond, à la fin, respecter ce pourquoi tu es là, qui est simplement de donner une information crédible aux personnes qui prennent un peu de temps pour t'écouter, pour te lire ou pour te regarder. Donc ce droit à l'information-là, que tu essaies de satisfaire, cette information que tu donnes au public, tu dois avoir du talent pour le faire. Ne pas l'avoir est une faute professionnelle. La deuxième chose que j'ai dit, c'est que je ne sais pas si toute vérité est bonne à dire, parce que ça fait partie des sujets qu'on donne en général dans les classes ou au journal. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Je n'en sais strictement rien. Mais je sais, par contre, qu'aucune vérité n'est bonne à dire de mauvaise manière. Que ça soit la vérité ou pas, la manière dont on dit la vérité est aussi importante que le fait que l'on rapporte. Donc, je ne sais pas donc si toute vérité est bonne à dire, mais en tout cas, aucune vérité n'est bonne à dire de mauvaise manière. Et justement, c'est le talent qui te permet, au fond, de ne jamais le dire de mauvaise manière. La troisième chose, j'ai demandé à ma nièce linguiste de me traduire khas et yed en français. Je ne sais pas si vous êtes plus qualifié qu'elle pour traduire khas et yed. Elle a voulu en sortir en me disant il n'y a pas de khas chez les Toubabs. J'ai dit si. Toi, ben khas quand même. Maintenant, je ne connais pas le mot. Mais en tout cas, si vous remarquez bien, khas et yed, c'est exactement les mêmes termes. Si votre fils, prenons votre fils ou votre copain, fait une bêtise, disons bat sa femme, vous êtes son père ou son copain, vous allez chez lui et vous faites de khas. Yow da nga dof, doo nit, baaxuloo, et des choses comme ça. Qu'est-ce que ça va entraîner comme réaction? Le bonhomme, il est quand même kilifa, il est quand même le chef chez lui. Il va te montrer que tu sois son père ou son ami ou le voisin ou qui que ce soit, tu n'as pas le droit, toi, de venir chez lui pour lui parler de cette façon-là. Et ça va être un clash. Parce que donc, khas. Maintenant, viens pour faire du yed. Quand tu faisais la khas, tu lui as dit yow da nga dof, yow miy dóore da nga dof. C'est ce que tu lui as dit. Mais boo ko yedd, tu lui dis quoi? Tu dois itam xam nga yow itam nit du dóore. Nit du dóore te moom dafa dóore. Ça veut dire que lui, il est déjà fou. Tu viens de lui dire que moom, il est fou. Mais la façon dont tu lui dis fait qu'il le reçoit comme un conseil ou comme, au fond, une bienveillance que tu as vis-à-vis de lui. Et donc, toute information que tu as, de la façon dont tu donnes ça, tu peux donner cette impression où les gens se rebiffent, où les gens adhèrent à ce que tu dis, même s'ils ne sont pas d'accord, ils diront au fond, il l'a dit de belle manière. Donc, c'est un peu ça, moi, ma philosophie globale que je veux partager avec vous. Je dis toujours aux journalistes, méfiez-vous quand quelqu'un vous dit que vous êtes un bon journaliste. Un bon journaliste, c'est un journaliste qui écrit ce que tu veux entendre. Point. Le jour où tu écriras le contraire de ce qu'il va entendre, tu seras un mauvais journaliste. Ne vous en faites même pas. C'est comme ça la vie. Alors, il y a eu un rapport de Mo Ibrahim qui disait que le Sénégal était, je crois, 10e dans la gouvernance. Vous avez eu beaucoup de journaux qui ont titré et on a vu beaucoup de photos du président Macky Sall en train de sourire. Et il y a des journaux qui n'en ont pas parlé du tout. Ou ils en ont parlé en bas de casse, en page 20 là, que personne ne lit. Le lendemain, il y a eu le rapport de Transparency International
la corruption avance bien au Sénégal. Tous les journaux qui n'avaient pas parlé de gouvernance ont mis en exergue le rapport de Transparency, et tous les journaux qui avaient mis en évidence le bon classement de gouvernance ont mis le rapport de Transparency en page 20 en petit caractère. Rares ont été les journaux qui ont fait un traitement égal des deux rapports. Ça aussi chez le Sénégal. Bienveillant, ce garçon, il a 13 ans. Il a tué son grand frère de 28 ans. Ça, c'est le genre de truc où quand on le fait, le journaliste doit se dire, ici c'était moi, si c'était mon petit frère, il n'écrirait jamais que son petit frère a tué son grand frère. Et en plus, on donne son nom. Il a 13 ans. Khawma naka femme tue son grand frère âgé de 28 ans. Ça, c'est pourquoi il faut un modérateur dans tous les médias. Pour que quand ça, là, quelque chose comme ça sort, que le gars se dit, est-ce que tu l'aurais dit si c'était ton jeune frère? Est-ce que tu aurais aimé que ton jeune frère soit vilipendé à 13 ans? À 13 ans, il ne l'a pas tué parce qu'il voulait le tuer. Il l'a certainement tué par accident. Mais non, on a fait un criminel. Le journal va rester et toute sa vie, il verra qu'à 13 ans, il avait tué son grand frère. Ça, c'est populaire. Alors là, ça c'est intéressant parce que c'était à la suite des accidents là. Il y a quelqu'un qui a dit les Guinéens ont une part de responsabilité dans ces drames routiers. C'était écrit en première page, en rouge, etc. Donc le gars, lui, il accuse les Guinéens. D'abord, c'est de la diffamation contre les Guinéens, je trouve. Mais personne ne se soucie. Personne ne se soucie des victimes de ces accidents. Mais ces victimes de ces accidents, ils n'accusent pas les Guinéens. Ils accusent les chauffards qui ont créé l'accident. Vous leur dites non. Ces chauffards-là, ils ont peut-être une responsabilité, mais c'est parce qu'il y a des Guinéens. C'est-à-dire que vous ne respectez même pas la douleur de ces gens-là. Est-ce que la presse doit donner la parole à des charlatans? Est-ce que la presse, bon, sauf Kakouné, comment il s'appelle? Le gars qui voulait Kounkandé. Lui, je l'aime bien parce que dire je vais fendre la mer, moi j'ai été très déçu des critiques qu'il a eues. Moi j'ai dit, je prépare mon argent. Ah ouais, parce qu'il avait donné une date. Moi j'ai trouvé 1 million, j'ai mis dans ma poche. C'est intéressant quand même de voir quelqu'un fendre la mer. Mais non, les gens l'ont critiqué. Non, allons avec lui pour qu'il fende la mer. Après, mais on va avec 1 million en poche, avec Ben Yatoukel. S'il ne fend pas la mer, on lui casse la gueule. Voilà. Mais les gens l'ont critiqué, là, après il a eu peur. Non, il fallait le laisser fendre la mer. L'autre chose, c'est le respect qu'on doit aux gens quand ils meurent. Alors, Pathé Dione, je ne le connaissais pas très bien d'ailleurs, moi. J'ai découvert, il y a 1 an à peu près, que c'était vraiment un patron qui avait acheté, je crois, B6, qui est le patron de Souna. En tout cas, c'est quelqu'un qui crée des emplois. C'est un champion. Il meurt. Qu'est-ce que j'ai dit dans la dépêche? Le fondateur de Souna Assurance, Pathé Dione, a cassé sa pipe. Donc, on ne parle pas comme ça, d'abord, de n'importe qui. Mais quand quelqu'un a fait ce travail-là pour son pays, casser sa pipe devient quelque chose quand même qui blesse les gens d'abord sa famille, mais même des gens qui estiment que ce gars, il a bien travaillé pour le pays, il ne mérite pas ce genre de titre. C'est tout. Mais on n'en a pas fini. L'imam qui est décédé à la zone de captage, un imam, le corps d'un homme qui meurt ou d'une femme, dans notre culture, quelle que soit la religion, même si on n'a pas de religion, c'est quelque chose de sacré. Et c'est là où le souterrain devient quelque chose d'important. Nous blaguons de tout, sauf des morts. Mais voilà, le populaire écrit, l'imam Tal retrouvé mort dans le bassin de la zone de captage. C'est un fait, c'est tout. L'autre écrit, imam Tal retrouvé mort dans un bassin.
C'est-à-dire que c'est un fait, c'est tout. Ça, c'est respectueux. Mes amis, que je ne cite pas, disent le corps d'un imam, de l'imam Tal, retrouvé en état de putréfaction. Imaginez le fils de l'imam Tal qui connaît ce que c'est que putréfaction, qui lit cela et qui pense au corps de son père. Moi, qui ne connais pas l'imam Tal, mais qui a des imams à côté, ou même qui a des parents imams, enfin, et qui voit ça. C'est-à-dire que les gens ne jouent parfois, peut-être c'est pas d'ignorance, c'est pour ça que je disais qu'il faut du talent pour faire ce genre de choses-là. Alors, maintenant, je termine avec les femmes. Eh bien, vous avez Besbi que j'aime bien. Oui. Ce jour, ils ont eu une avec 3 femmes. C'est bien. L'une des femmes est mise en exergue. On la voit leader, en train de parler, d'exposer donc des idées. Quelle que ce soit Marie Le Pen n'est pas le problème. Mais au moins, elle est blanche, elle donne des idées, elle est mise en valeur. Mais vous avez à côté 2 autres femmes. Aminata Mbengue Ndiaye et Soham El Wardini. Alors, Aminata Mbengue Ndiaye, d'abord, on la met au bas de l'escalier. Le bas de l'escalier, ça veut dire toujours qu'elle descend de l'étage. Que le boss, lui, il est en haut, bas de l'escalier. Mais on dit, Wilane désavoué, Aminata Mbengue au Haut Conseil, c'est-à-dire qu'on vient de lui donner un strapotin de Haut Conseil, et le grand titre, c'est feu vert pour le 3e mandat. C'est-à-dire, on lit inconsciemment le fait qu'il ait été au HSCT pour être au bas de l'escalier, et on sait d'où elle vient, et on lui a donné un gâteau, donc elle dit feu vert pour le 3e mandat. Pourtant, cette femme aurait pu être à la place de cette femme et expliquer intellectuellement pourquoi elle a dit ça. En bas, vous avez Soham El Wardini rentre dans les rangs, on le met près de Khalifa Sall qui la couvre comme ça, Madame Dafa Fayon d'Alouchina. Oui, c'est ça la lecture, en fait, qu'on fait. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles les gens ne font pas attention, mais qui ravalent la femme au statut de celle qui est avec toi parce que tu lui as fait un cadeau, ou de celle qui, parfois, est en colère, s'en va chez elle, et puis revient, et d'ailleurs, c'est rentre dans les rangs. Etc., etc. Quand on parle des femmes également, on les culpabilise. Moi, je terminais par ça et je vais vraiment revenir à ce que j'ai dit au départ. Je ne suis pas, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas Hafiz al-Qur'an et tout cela. J'ai simplement lu quelque part que dans la sourate de la vache, Dieu parle des gens bienveillants. Nayrafet. C'est-à-dire que on n'a pas besoin, quand on est encore une fois, je ne parle pas des autres, réseaux sociaux, tout ça là, je n'en parle pas. Je parle des journalistes professionnels. Nayrafet quoi? C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement donner toute l'information que vous voulez, de façon complète, faire tous les commentaires que vous voulez, parce que vous avez le droit de faire des commentaires, faire toutes les interviews que vous voulez, etc., 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 mais de belle manière, pas de mauvaise manière. Et c'est sur ça que je termine. Le hashtag Nayrafet me semble assez placé, bien placé, pour une presse sénégalaise où les gens liront sans être heurtés, blessés du tango folklore. Voilà, merci beaucoup. Des remerciements particuliers à Mamadou Thior d'avoir bien voulu m'associer à cette activité très intéressante et enrichissante. Et donc, très difficile de parler après avoir écouté des doyens, des références en la matière, à savoir Biaye, Mademba. Et de notre côté, on va essayer juste d'apporter notre modeste contribution au débat en évoquant le volet économique dans les médias. Les médias
on a toujours considéré, disons, les médias comme un cas particulier dans le domaine économique, en pensant que les médias, c'est juste un support, alors qu'en réalité, ils ont une place extrêmement importante dans l'animation de l'activité économique, sur plusieurs volets. Je ne parle pas de leur capacité d'influence pour ce qui est des investisseurs. Je ne parle pas de leur rôle de relais en matière de promotion, de marketing d'un pays au plan international. Si un investisseur veut venir au Sénégal, il n'a jamais fait le Sénégal, il n'a jamais fait l'Afrique de l'Ouest, le premier réflexe, c'est de checker, de voir la presse au Sénégal, mais particulièrement la presse économique et financière. Aujourd'hui, si vous avez des institutions financières internationales utilisent même des données des journaux spécialisés jusqu'à même faire des classements des pays, c'est pour vous dire que les médias aussi jouent un rôle extrêmement important dans l'activité économique. Mais notre volet ici, c'est surtout parler des médias sous le prisme économique. Parce que les médias ont été toujours, en tout cas les recherches que nous avons faites durant au plan académique, c'est que les médias ont été toujours analysés soit comme sous l'apport culturel, politique, mais l'économie, c'était un terrain quand même, disons, vierge. Et l'idée, c'était de voir quelle est aujourd'hui la situation économique, pour ne pas dire aujourd'hui le modèle économique des entreprises de presse d'une manière générale. Et si on parle d'entreprises de presse, on a effectivement la presse écrite, la presse audiovisuelle, mais aussi la presse en ligne. Donc, mon intervention va porter sur deux éléments, c'est-à-dire la notion de modèle économique pour les entreprises, mais aussi, comme l'intitulé effectivement du sous-thème, à savoir l'influence du pouvoir financier sur les contenus médiatiques. Et parlant de modèle économique, les entreprises, on parle d'organes de presse. Là aussi, il y a un problème même de concept, organes de presse, maison de presse, entreprise de presse. Et là, jusqu'à présent, on ne parvient pas à stabiliser, même on a du mal à se retrouver effectivement concernant les concepts. Mais si on parle d'entreprise de presse, là, effectivement, puisque le Sénégal appartenant à la zone OHADA, à savoir l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, les entreprises de presse, effectivement, sont considérées comme des entreprises. Et si on parle d'entreprise de presse, c'est-à-dire l'entreprise est régie par des textes en termes de fonctionnement, en termes d'organisation. Il y a une comptabilité, il doit faire un bilan financier annuel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel, on peut comparer une entreprise de presse à une autre entreprise ordinaire, par exemple, qui fabrique des produits détergents, autres produits? Est-ce qu'on peut faire la comparaison? Est-ce qu'il n'y a pas des spécificités, des particularités qui sont propres aux entreprises de presse? Et là, j'insiste surtout sur un élément, c'est par rapport aux produits. Et par rapport aux produits, c'est quoi le produit d'une entreprise de presse? Le produit phare, parce qu'on ne peut pas parler, en fait, il y a plusieurs produits. Mais le produit phare, effectivement, de l'entreprise de presse, disons, c'est l'information. Mais qu'est-ce qui caractérise l'information? À l'école, qu'est-ce qu'on disait? L'information, elle est périssable. Et pourtant, la rentabilité financière dépend effectivement de ce produit qui est l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, l'information doit uniquement servir de support pour réaliser effectivement, pour assurer la santé financière de l'entreprise? Il y a un élément aussi important à souligner, c'est que les entreprises de presse aussi font face à une logique financière et à une logique d'assurer une mission de service public de l'information. Et du coup, comment aligner les deux? Assurer le service public de l'information, c'est donner l'information au public, mais en même temps aussi assurer la santé financière, la stabilité financière de l'entreprise. Et du coup, on essaie de voir comment les entreprises parviennent à assurer leur santé financière tout en restant effectivement comme un relais pour l'information. Et du coup,
nous allons juste parler de deux volets en ce sens, c'est de revenir sur le modèle économique. Et en parlant de modèle économique, on s'intéresse effectivement aux conditions de fabrication, de production et de distribution de l'information. C'est valable aussi bien pour la presse écrite, la presse audiovisuelle ou bien la presse en ligne. Et parlant de modèle économique, on s'intéresse à deux éléments encore, c'est-à-dire quels sont les mécanismes de financement des entreprises de presse. Et le deuxième volet, c'est les charges. Et en parlant des mécanismes de financement, aujourd'hui, les médias, leur modèle économique, en tout cas au Sénégal et dans d'autres pays, par exemple africains, le modèle économique repose sur le triptyque, ce qu'on appelle sur le triptyque, à savoir les ressources qui sont issues de la vente au numéro, c'est-à-dire parlant de la presse écrite, par exemple, je prends le cas de la presse écrite, je suis journaliste, en fait, de la presse écrite. L'autre levier, c'est effectivement la vente. Et je vais revenir tout à l'heure concernant la situation de chacun de ces volets. Et enfin, le troisième, c'est donc l'aide à la presse. Donc, la publicité, la vente, l'aide à la presse. Là, on sait que si vous prenez un journal, son modèle économique classique repose sur ce triptyque. Mais qu'en est-il exactement de ce modèle économique à l'ère de la transformation digitale? Est-ce que ce modèle économique continue de prospérer? Est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle économique est viable? Si on parle de viabilité du modèle économique, c'est capacité de faire face, capacité, disons, résistance, mais aussi d'être résilient face aux chocs qui peuvent effectivement survenir à tout moment. Mais aujourd'hui, si vous prenez, on analyse chacun de ces volets, à savoir la vente. L'essentiel des quotidiens, en tout cas les 35 quotidiens ou bien 36 quotidiens, presque on n'a que 3, si je ne m'abuse, qui sont vendus aujourd'hui à combien? À 200 francs. Tout le reste, on l'appelle des journaux à 100 francs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec un quotidien qui coûte 100 francs, les rentrées financières peuvent supporter les charges? Les charges, je vais revenir tout à l'heure avec des chiffres. La vente du coup, et on vend combien? Est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de donner le nombre d'exemplaires de chaque journal au Sénégal, de chaque quotidien? C'est très difficile d'avoir ces données aussi. Donc la vente, sans oublier effectivement l'aspect instruction, parce que aussi un journal est fait pour être lu et pour être compris. Le taux d'instruction, le taux de scolarisation. Le deuxième élément, c'est par rapport à la publicité. La publicité aussi, souvent vous ouvrez un journal de 8 pages, 12 pages, vous ne verrez aucune publicité. Et pourtant, elle est considérée comme la vache laitière de la presse en matière de rentrée financière. Et du coup, il y a cette répartition inégale de cette manne financière, donc de ce marché. Donc, tous les journaux n'ont pas accès effectivement à ce marché. Et si vous prenez le troisième volet, c'est par rapport à l'aide à la presse aujourd'hui, on a un fonds qui a été transformé en un fonds. Et comment effectivement cette aide aussi est faite, et c'est l'objet de beaucoup de débats par rapport aux critères qui sont mis en place pour effectivement faire la répartition. Donc pour vous dire aujourd'hui, est-ce que c'est réuni ces trois modèles, ces trois leviers qui constituent le modèle économique peuvent rester toujours viables par rapport au contexte actuel? C'est des interrogations. Et pour revenir maintenant aux charges, le CEDEPS, vous connaissez, le conseil des éditeurs, qui avait réalisé une enquête en 2020 pour voir l'impact de la pandémie sur les entreprises de presse. Et l'enquête avait porté sur 17 entreprises, y compris, on a la presse écrite, la télévision, les radios, la presse en ligne. C'est juste un échantillon qu'ils avaient pris. Et qu'est-ce que révèle ce rapport? L'essentiel des charges, ces charges sont réunies en 4 rubriques. Si vous prenez la télévision, par exemple, la télévision, vous avez presque 72% qui sont constitués de charges de ressources humaines. C'est-à-dire, si on parle de charges de ressources humaines, c'est lié par rapport au salaire. Si vous prenez la presse écrite, les charges aussi personnelles représentent encore 56%. Et si vous prenez la radio, les charges personnelles reviennent et occupent 81%.
Si vous prenez la presse en ligne, c'est pareil. Pour vous dire qu'aujourd'hui, les charges relatives au personnel constituent un élément essentiel dans le dispositif financier effectivement des entreprises de presse. Parce qu'il faut effectivement payer les salaires. Et la deuxième charge qui revient, si vous prenez la télévision, c'est par rapport aux redevances. Et vous avez suivi tout récemment le débat ou bien les discussions entre TDS et le patron de presse pour un peu discuter, échanger, trouver un terrain d'entente pour le paiement des redevances. Si les éditeurs souhaitent avoir un moratoire pour payer de manière sur une durée, ce qui n'est pas le cas en tout cas de la position de TDS, et je pense qu'ils sont en train de négocier pour trouver un terrain d'entente afin de commencer à payer effectivement ces redevances. Donc, pour me résumer, concernant les charges, c'est les ressources humaines, encore une fois, les charges de ressources humaines qui sont effectivement les plus intéressantes en termes de charges. Et vous prenez par exemple l'impact, comment la pandémie effectivement a impacté la marche des entreprises de presse. Là, par exemple, sur la période du deuxième trimestre de 2020, les pertes ou bien le manque à gagner a été estimé à près de 4 milliards de francs CFA. Là, c'était effectivement le rapport, encore une fois, je précise que ça portait uniquement sur 17 entreprises de presse. Et dans ces 17 entreprises de presse, vous avez la presse écrite, vous avez la presse audiovisuelle, mais aussi vous avez la presse en ligne. Pour vous dire que la presse, d'une manière générale, c'est un acteur économique extrêmement important dans l'animation. On ne peut pas ignorer. Et vous prenez d'autres organes, vous vous rendez compte que leur place ou bien leur apport en termes de publicité, en termes de rentrée financière aussi, donc c'est une manne financière en termes de rentrée. Mais on ne prend pas le temps effectivement de mesurer leur apport au plan financier, au plan économique. Vous regardez par exemple le tableau des opérations financières, vous ne verrez pas par exemple la rubrique qui est dédiée aux médias, parce qu'on considère par exemple les médias c'est des supports, alors qu'en réalité tout ce qui est vente, tout ce qui est publicité et tout ce qui est relais, tout ce qui est accompagnement, cela a un coût et en même temps ça doit être effectivement figuré effectivement dans les transactions financières. L'autre élément c'est par rapport maintenant au statut des entreprises. Au Sénégal, on a plusieurs types d'entreprises. On a ce qu'on appelle des SARL, des sociétés à responsabilité limitée. On a des SUAR, des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. On a des groupes de médias qui, en fait, la plupart, c'est des SA, c'est des sociétés anonymes. Et ces entreprises, effectivement, sont régies par les mêmes textes de l'OHADA. Maintenant, ce qui change, c'est par rapport au mode de fonctionnement. Et là, ce qui nous permet de parler, effectivement, du deuxième volet de notre intervention concernant l'influence économique sur les contenus médiatiques. C'est juste comme l'a fait tout à l'heure le doyen Mademba, il ne veut pas entendre le mot doyen, grand as Mademba. Donc, vous partez par exemple, tout récemment, on se rend compte, par exemple, les 35 quotidiens, vous voyez beaucoup de, souvent des hommes politiques qui reviennent souvent à la une des journaux. Peut-être chaque lundi, chaque mardi, peut-être c'est la même tête qui revient. Ou bien, vous regardez, par exemple, il y a des opérateurs économiques qui, à chaque fois, on voit, par exemple, c'est à la une. Et ce qui m'a un peu intrigué, c'est lorsque la une est réservée à la publicité. Là, je me suis dit que, par exemple, ça devient un peu... alors qu'on n'interdit pas, mais au moins, quand même, on doit tenir en compte le lecteur qui est un élément central effectivement dans le contenu. Et jouer à l'équilibre. Parce que aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le journal, l'entreprise de presse doit assurer cette mission de service public de l'information, mais en même temps, l'entreprise n'est pas faite pour perdre. Elle doit aussi effectivement trouver des moyens pour assurer cet équilibre financier. Et du coup, le contenu, effectivement, peut être influencé par rapport au pouvoir financier. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple l'entreprise a pris l'option de consacrer 70% de son contenu à la publicité, là il y a problème. On ne prend pas en compte, on risque même de berner le lecteur. Et il faut jouer à l'équilibre, non seulement pour que la publicité ne domine pas le contenu, mais aussi faire en sorte que l'aspect financier puisse être pris en compte, mais aussi que l'information, les actualités qui sont traitées puissent être portées à la connaissance effectivement du public.
Je termine sur un troisième point qui me paraît extrêmement important, c'est par rapport à la stratégie d'adaptation des entreprises de presse traditionnelles face à la transformation digitale. Et je pense que ceux qui pensaient que, par exemple, le papier va disparaître, et je pense que ce n'est pas encore le cas. Parce que beaucoup de penseurs, qui ont beaucoup travaillé sur ces éléments, les Pierre Bourdieu ou bien Dominique Volton, donc qui ont travaillé effectivement sur le papier et le digital. Dans le cadre de mes recherches pour la thèse, par exemple, les enquêtes que j'ai effectuées sur le terrain, c'était sur l'Observateur et le Soleil. L'idée, c'était d'analyser la stratégie d'adaptation de chacun de ces journaux face à la transformation digitale. Vous prenez le cas du Soleil, par exemple. Là, l'échantillon sur lequel j'ai travaillé, portant sur 150 lecteurs, par exemple, les 65 vous disent, par exemple, nous, on utilise le papier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore une alternative. Une alternative, on fait référence effectivement à la stratégie d'adaptation, autrement dit, mettre en place un nouveau mécanisme pour permettre aux lecteurs de pouvoir effectivement d'accéder effectivement au journal. Vous prenez le cas de l'Observateur aussi, c'est pareil. Presque 56% sur l'échantillon sur lequel nous avons travaillé continuent d'utiliser le papier parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'accéder au contenu à travers donc, le digital. Et du coup, c'est un marché qu'ils peuvent exploiter en matière de transformation, en diversifiant effectivement les supports, mais aussi en valorisant le contenu davantage. Comment? Ne pas rester uniquement sur un produit physique qui est là. Le cas du Soleil, le Soleil c'est une mémoire collective. C'est plus de 40 ans, c'est plus de 50 ans. Pourquoi ne pas aller à la numérisation de ces archives et essayer de les monétiser? Aujourd'hui, vous ouvrez Jeune Afrique, presque 80% de ces articles, il faut payer, il faut passer à la caisse. Un grand bravo au CORED, mais surtout aux panélistes. Je veux nommer Abdou Diaw, Biaye et notre grand Asma Demba. Merci également à l'assistance, notre grand frère Dambabou Bara, aux représentants du médiateur de la République aussi un grand bravo. Mais je laisse le mot de la fin à Mamadou Thior du CORED. En tout cas, pour ma part, je dis un grand merci. Mais surtout, par rapport à Babacar, effectivement, des conventions ont été signées. Et je parle en tant que directeur de presse. Je pense que ne vous en faites pas. Nous sommes quand même conscients de ces enjeux et de la limite à ne pas dépasser. Quand nous signons des conventions sur la base d'un cahier de charges et l'information ne souffre d'aucun doute. Donc, elle est à respecter cette information et tout est bien fait, bien dit, de telle sorte que celui qui écoute doit se dire est-ce qu'il s'agit d'information ou de public reportage. En tout cas, la comparaison est faite pour être respectée. Merci en tout cas pour ces éclairages. Il est noté qu'il nous faut garder de l'espoir quand il s'agit de parler de presse sénégalaise. Nous voyageons un peu partout à travers le monde. C'est normal parce que c'est des erreurs consubstantielles à notre pratique. Mais il ne faut pas désespérer. Je pense qu'avec la volonté du CORED, mais surtout des organes de presse, demain sera le bon jour, mais demain c'est maintenant. Je ne reprends pas les termes de Mamoudou Ibra Kane, mais je lui emprunte justement l'adverbe. Maintenant et le futur. En tout cas, merci à toutes et à tous. Nous écoutons à présent le mot de la fin avec le président Thior. Je voudrais remercier aussi les panélistes et tous ceux qui ont fait le déplacement dans cette salle. Je n'oublie pas aussi nos amis qui étaient connectés en ligne, hein, parce que même de l'étranger, les gens ont tenu à vivre avec nous ces échanges fructueux sur des thématiques qui agitent notre commun vouloir de vie commune. Et c'est comme ça que nous allons continuer à le faire tous les 2 mois. Nous pensons que la thématique que nous avons abordée aujourd'hui, nous en tirerons de très bons enseignements, surtout avec ce qu'on a entendu de nos 3 panélistes, Asma Demba qu'on ne présente plus,
notre doyen, Mamadou Biayo, qui est par ailleurs membre du tribunal des pairs du Corée, mais aussi le docteur Abdou Diao, qui fait beaucoup de recherches dans le cadre du modèle économique de nos entreprises de presse. Donc c'est le 5e cas d'école en un an que nous avons organisé. Donc, et vous savez aussi, nous avons un mandat, et le mandat est arrivé à expiration, ce qui fait qu'à la fin du mois d'avril, s'il plaît à Dieu, nous devons remettre le mandat à l'Assemblée générale, et l'équipe qui va prendre le relais va continuer, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de 3e mandat. On respecte les 2 mandats et on s'en tient à ça, et l'équipe qui va prendre le relais va continuer, parce que c'est un exercice que nous avons hérité aussi de l'équipe précédente, et les gens apprécient beaucoup, mais les échanges, parce que ça nous permet, nos amis, nos invités, comme le représentant des médiateurs, le directeur du service national de l'éducation et de l'information, SNEPS, tous ces invités de marque qui viennent d'Ambabou, les doyens, Awa Thiaw, qui est une doyenne aussi de la presse de Sud FM, que nous puissions nous retrouver pour des après-midi comme ça. Lamine Bara disait, est-ce qu'on peut les faire tous les mois? Oui, c'est possible, ça ce sera la nouvelle équipe de voir, mais pour l'instant, avec tous les 2 mois, je pense que c'est un bon rythme. Et je pense pour le prochain exercice, normalement le 3 mai, c'est notre journée internationale de la liberté de la presse, qui tombe un mercredi, s'il plaît à Dieu. Je pense que le prochain cas d'école, quoi qu'il arrive, pourrait se tenir avec l'équipe qui sera donc mise en place à l'issue de l'Assemblée générale. Je vous remercie tous d'avoir fait le déplacement, et je vous souhaite de rentrer tranquillement chez vous.